Et c'est parti, on est live. Voilà, bienvenue à tous sur ce webinaire Easy Partner. Aujourd'hui, on va parler des soft skills dans la tech. C'est un sujet qui est hyper intéressant parce que pas forcément abordé de manière régulière et que ça peut vraiment être un point discriminant pour les candidats. Ça peut aussi nous permettre de spotter des candidats qui vont aller compléter ce qu'on peut trouver côté hard skills. On a des super intervenants aujourd'hui que je vais laisser du coup se présenter à vous. Ok, je commence puisque tu m'as dit que je commençais, Maurice. Je raconte les coulisses. Moi, je m'appelle Hélène Lee. J'ai été recruteuse dans la tech pendant 9 ans à peu près. J'ai surtout travaillé en cabinet et en ESN. Et depuis janvier 2020, j'ai créé un organisme de formation et je forme des recruteurs dans la tech à mieux recruter, à mieux comprendre l'écosystème IT. Voilà. Je sais pas si c'est Julien ou Laurent. Je peux continuer si tu veux, Hélène. Enchanté tout le monde. Donc moi, Julien Maillot, je suis Head of TA chez Partout, donc une boîte SaaS de la French Tech. Et ça fait à peu près 8 ans que je fais du recrutement et purement dans des univers d'hypercroissance, dans des startups scale-up, donc chez Chouvert Privé, chez Swile et maintenant chez Partout. Et j'ai beaucoup dans ma carrière accompagné et recruté des développeurs et tout type de profil engineering, justement pour nos ambitions produits et puis pour les ambitions de croissance des entreprises dans laquelle j'étais. Donc voilà, enchanté tout le monde et puis j'espère que ce petit live pourra vous être bénéfique. Et je laisse la main à Laurent du coup. Ouais, merci Julien. Bonjour à tous. Moi je suis Laurent Ruet, je suis consultant en transformation digitale et j'accompagne les directions dans leur organisation, les directions informatiques depuis 2 ans seulement maintenant dans leur transformation organisationnelle. Donc j'ai été pendant plus de 15 ans, j'ai occupé des fonctions de DSI, que ce soit chez Voyage Privé, Allo Pneus, FreePro, le groupe SAMC et j'ai été amené à construire des équipes et apporter une cohérence par rapport aux besoins de l'entreprise dans tous les recrutements et toujours eu une partie prenante de mes fonctions de construire ces équipes-là et évidemment que le sujet abordé aujourd'hui était au cœur de mes préoccupations au quotidien. Donc je suis là pour apporter un retour d'expérience sur ces enjeux et j'espère effectivement pouvoir vous éclairer avec ces retours d'expérience. Super, merci Laurent. Voilà, donc c'est top aujourd'hui parce que pour ce sujet, on a des profils très complémentaires avec Julien et Hélène qui ont plutôt un profil RH / recruteur et Laurent du coup qui peut nous partager une expérience plus à proximité des équipes techniques que lui il a géré. Hélène, du coup, c'est toi qui nous as proposé de parler de ce sujet-là. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi ? Effectivement, c'est moi qui ai proposé le sujet parce que, comme je disais il y a quelques minutes, ça fait 4 ans que je forme des recruteurs dans l'IT. Et si au début, en tout cas les 2 premières années, on parlait beaucoup des hard skills, c'est vraiment un sujet qui revenait, comment je fais pour évaluer si un dev, un tech est bon sur tel langage, etc. Je trouve que depuis 1 an, peut-être un peu plus, mais vraiment depuis 1 an, je vois le sujet revenir quasiment à chaque formation où vraiment quasiment tous mes clients, que ce soit des ESN, que ce soit des éditeurs, que ce soit des cabinets de recrutement, les équipes me posent beaucoup la question comment on fait aujourd'hui pour évaluer les soft skills chez les profils tech. Est-ce qu'il y a des soft skills particulières à évaluer? Comment on s'y prend? C'est quoi une soft skills? Enfin, exactement, parce que quand on en parle, quand je pose des questions sur le sujet, je vois aussi que tout le monde n'a pas forcément la même définition, qu'il n'y a pas forcément de consensus. Et enfin, j'ai pas forcément, moi d'ailleurs, de réponse universelle à tout ça. J'ai des pistes, je les aide à réfléchir sur ces sujets. Et j'ai pensé que ça pouvait être un sujet qui pouvait intéresser beaucoup de gens, que ce soit, peu importe en fait la structure dans laquelle on travaille, parce que c'est vraiment un sujet, je trouve, dont on parle peut-être pas assez, et que si, bien évidemment, les hard skills restent très importants dans la tech et je dirais jamais le contraire. Dire que les soft skills sont plus importants, c'est pas vrai. Mais c'est vraiment un point qui ressort beaucoup et encore plus, j'ai l'impression, depuis le début de l'année. Donc voilà, quand vous m'avez contacté, quand tu m'as contacté avec Michael, c'est vrai que c'est un des premiers sujets auxquels j'ai pensé parce que c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup dans mes échanges et dans les formations que je fais depuis le début de l'année en tout cas. Laurent, toi qui es côté plutôt technique du coup, est-ce que c'est un point de vue que tu partages? Est-ce que tu peux remarquer aussi du côté des recrutements que tu peux faire pour tes équipes que
ce focus un peu soft skill est de plus en plus important et qui te permet aussi de différencier les candidats? Mais il est absolument essentiel. J'ai un recrutement basé uniquement sur les hard skills. Il y a un énorme risque d'échec, d'intégration dans l'équipe, dans l'entreprise, et c'est inenvisageable de ne pas adresser ce volet-là dans un recrutement. Donc j'ai eu des cas effectivement où par délégation ou par excès de manque de temps, enfin par manque de temps, on va un peu vite sur le sujet et souvent on paye cash direct. Donc c'est vraiment très très important d'adresser ce volet-là et puis de le structurer dans les échanges et l'entretien pour s'assurer qu'on a couvert ce volet avec le candidat. Et après, on pourra revenir évidemment sur comment on fait ça. Et il y a évidemment les entretiens et il y a aussi l'intégration du collaborateur sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Mais je confirme, elle est complètement en phase avec ce qu'a dit Hélène précédemment. Julien, je te vois hocher la tête. T'es d'accord avec Laurent? C'est aussi ce que tu constates? Complètement. Non, sur les 8 dernières années, dans les 3 boîtes dans lesquelles je suis passé, qui étaient des boîtes tech, quel que soit le métier, que ce soit sales, marketing ou développeur, dans nos carrières pass et dans les chemins de carrière, il y avait toujours systématiquement autour de 6-7 compétences à évaluer et toujours un équilibre assez parfait, quel que soit le métier, entre les hard skills et les soft skills. Donc, les soft skills prennent une place super importante dans l'évaluation des compétences. Et quand on prend l'exemple de l'univers un peu engineering tech, bah, très souvent dans des boîtes tech, ils sont exposés avec beaucoup d'interactions avec les équipes produits, les équipes marketing, les équipes business. Donc l'intelligence situationnelle, émotionnelle, le savoir-vivre, le travail en équipe, la collaboration produit, c'est toutes des compétences qui sont très portées sur l'humain et la collaboration et la communication. Donc forcément, c'est des savoir-être qui sont essentiels et encore plus quand on est développeur ou qu'on est issu d'univers tech. Donc pas surpris, et je pense que c'est vraiment une thématique super intéressante et le but est de comprendre comment on tire les bonnes ficelles pour justement essayer d'avoir la bonne décision de recrutement en tout cas. Ok, je vois qu'en parallèle, il y a un petit sondage qui est arrivé dans le chat qui demande aux personnes comment elles évaluent l'importance des soft skills par rapport aux hard skills chez un candidat tech. Et pour l'instant, le tout aussi important est largement en tête. Donc Hélène, malheureusement, tout le monde ne partage pas ton point de vue comme que les hard skills sont les plus importants. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent et Julien? Est-ce que pour vous c'est sur un pied d'égalité ou quand même vous allez commencer peut-être par juger les hard skills et ensuite les soft skills dans un second temps? Côté retour d'expérience recrutement, généralement les décisions, on a souvent le moins de doutes, c'est celles qui se font et qui se reposent exclusivement sur les tests techniques. Parce qu'on va avoir des frameworks, on fait du peer programming, on fait des tests d'architecture live en tableau blanc. On passe parfois même sur des plateformes extérieures qui nous permettent aussi de pré-sélectionner le niveau technique des candidats. Et ça, c'est du fait. T'as réussi, tes tests unitaires fonctionnent. Enfin, c'est simple et c'est assez technique et ça nous permet vraiment de savoir prendre une décision sur le niveau technique. Après, il y a la restitution. Quand on change un candidat, il est capable aussi d'exprimer ses idées, d'aller plus loin pour essayer de toucher un peu le niveau de seniorité. Et tout ce qui va relever un peu du savoir-être, c'est vraiment des choses qui vont prendre un peu plus de temps, mais sur la complémentarité du process. C'est-à-dire que nos process de recrutement ne sont pas juste des tests techniques. Heureusement, on a aussi l'équivalent de 3 étapes à côté. Un product fit avec des équipes produits. Il va rencontrer son ou sa manager aussi dans le process. Il y a aussi le premier screen côté recrutement. Et en fait, notre rôle, ça va être aussi de s'intéresser au savoir-être, à la personnalité, au niveau de communication, au niveau de curiosité du candidat ou de la candidate. Donc ça, c'est plutôt des mises en avant de questions situationnelles, de questions comportementales qui nous permettra aussi de se faire une opinion et de prendre une décision sur l'acquisition ou pas de ses compétences. Mais pour la partie hard skills, je trouve que se reposer sur des tests techniques va être peut-être plus simple dans l'approche par rapport aux résultats et à la performance attendue. Alors que les soft skills, c'est vraiment conversationnel, c'est des mises en situation, de la projection. Et là-dessus, il faut vraiment être solide pour bien préparer ces questions, être sûr de prendre la bonne décision par rapport aux réponses et à la posture des candidats. Super, je suis assez d'accord avec toi. J'attire un peu l'attention de tout le monde sur le fait que si on tape sur Google Soft Skills, ça dit que c'est les capacités à se comporter et à être compte tenu de la situation. Globalement, ça, pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Je pense qu'Hélène, tu es d'accord avec moi. Comment on définit les soft skills? C'est une très bonne question. J'ai fait le même exercice que toi et je pense que ça fait des années que je cherche une définition qui mettrait tout le monde d'accord et il y en a pas. Il y en a pas.
Il n'y a pas de définition qui va mettre tout le monde d'accord parce que là-dedans, tu peux mettre des tas de choses. Tu peux mettre effectivement des comportements, tu peux mettre des situations, tu peux mettre des valeurs, tu peux mettre, on parlait de savoir-être, qui est une notion un peu complexe, je trouve, à définir. C'est la vraie question pour moi, c'est qu'est-ce qu'on met derrière, et une fois qu'on a dit qu'est-ce qu'on met derrière, qu'est-ce qu'on veut évaluer. J'ai fait une petite recherche pour voir un peu quels étaient les soft skills les plus demandés dans la tech, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais globalement tout le monde va dire un peu la même chose. Il y a 5-6 soft skills qui ressortent bien globalement dans la tech, mais si tu poses la question sur les 5 qui ressortent, chaque entreprise et quasiment chaque recruteur va te donner des choses différentes derrière. Donc trouver une définition qui fasse consensus, pour moi il n'y en a pas. C'est d'ailleurs toute la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, si tu ne sais pas exactement ce que tu veux évaluer, ce que tu mets derrière, l'évaluer en entretien et avoir des garanties ou des certitudes, c'est impossible. C'est juste impossible. J'ai pas de définition parfaite à te donner. Laurent, toi du côté du coup tech, et qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet-là? Alors peut-être que avec toi on peut voir la question d'un prisme un peu différent. En général, c'est quoi les soft skills que tu vas rechercher chez les candidats, et comment tu fais en fait pour mettre un vrai concept derrière? Tu vois, si on parle d'autonomie, l'autonomie, elle est très différente en start-up, en PME et en grand groupe. Pourtant, dans les offres d'emploi, on va le voir systématiquement. Toi, Laurent, comment est-ce que tu arrives à doser, peut-être en fonction des structures dans lesquelles tu as pu passer? Écoute, c'est à la fois simple et tu as raison sur le fait que la notion d'autonomie, on la transposera pas de la même manière dans un environnement ou un autre. Et moi, j'ai vu refuser des candidats ou ne pas garder des candidats en période d'essai pour un manque d'autonomie, si on utilise cet exemple-là, mais tout en les recommandant à des partenaires, à des collègues dans d'autres entreprises, en leur disant ce gars-là, il est parfait pour le contexte dans lequel toi et ta structure d'organisation. Donc ça, c'est extrêmement important, et c'est aussi tout important de l'expliquer aux candidats qu'on ne le garde pas ou qu'on ne le retient pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce que dans notre contexte, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est essentiel. Et moi, c'est ce que je cherche à évaluer en priorité. Est-ce que dans mon contexte, est-ce que dans l'état actuel de l'organisation, des managers que j'ai ou que je n'ai pas, je suis en capacité d'avoir un candidat qui va pouvoir évoluer de manière efficace. Voilà. Donc, et comme j'étais amené à travailler dans des structures en forte croissance, clairement, un candidat recruté en début de croissance et un candidat recruté 3 ans après, je cherche pas la même chose. Complètement différent. Parce que j'aurais structuré de l'encadrement et avec que ce soit des tech leads, que ce soit comment dire des managers qui auront du temps à un moment donné de l'organisation, alors qu'au tout départ, ils ne l'avaient pas. Et donc, clairement, on ne cherche pas le même profil, et la notion d'autonomie, elle varie énormément derrière. Donc ensuite, donc l'autonomie, tout le monde l'a dit, mais au-delà de l'adaptabilité, l'esprit d'équipe, bon, ça, on est dans les classiques. Mais moi, des valeurs qui sont essentielles pour moi, elles sont humaines sur des aspects d'intégrité, d'honnêteté, de respect aussi. Et c'est tout bête à dire, hein, mais cette cohérence aussi, il y a une notion de cohérence par rapport comment dire, aux personnalités que moi, je peux avoir dans mon équipe, qu'elles soient historiques quand je suis arrivé en prise de poste ou que je les ai construites. Forcément, chaque manager a un peu de soi dans ses équipes. Hein. Il y a des valeurs, il y a des choses que l'on cherche malgré soi. Donc, moi, c'est très important qu'il y ait cette cohérence dans l'équipe. Il suffit d'un élément. Et ça peut être, je vais prendre un exemple, moi j'avais été amené à faire intervenir une personne qui était Asperger dans une équipe et effectivement ça a été extrêmement compliqué pour cette personne de trouver sa place, faute d'avoir vécu et puis comprendre et accompagner une démarche comme ça. Pour autant, on avait réussi à le faire grâce à un accompagnement RH fort en interne et cette cohérence, cette capacité à intégrer un collaborateur dans le bon environnement dépend de ses valeurs, de ses soft skills, bien sûr, et aussi du contexte dans lequel on est en capacité de l'accueillir. Bon, voilà, donc je sais que c'est un peu théorique tout ça et que ça manque peut-être un peu de concret pour certains, mais c'est malgré tout une réalité vécue. Et après, évidemment, on pourra parler comment, pendant un entretien, on cherche à détecter les bonnes soft skills, mais voilà ce que je peux dire sur ce qui est important pour moi à ce niveau-là. Écoute, c'est parfait parce qu'on a justement une question de Caroline donc, qui est adressée à Hélène, mais je pense que tout le monde va pouvoir un peu y répondre. Elle demande quels sont les 5 soft skills les plus demandés dans la tech.
Alors, les 5 qui reviennent quasiment à chaque fois et quand j'en parle en formation ou enfin quand j'interroge les recruteurs et que je regarde aussi les offres d'emploi, bah, Laurent en a donné certaines, mais en gros, c'est le travail d'équipe, la résolution de problèmes, la curiosité, l'autonomie dont on a parlé et l'adaptabilité. C'est les 5 qui reviennent quasiment à chaque fois. Et comme je disais tout à l'heure, la grande difficulté, c'est que tu poses la question à chaque fois, c'est quoi l'autonomie pour vous? C'est quoi la curiosité? Qu'est-ce que ça veut dire être curieux? Les réponses sont très différentes et ça rejoint ce que disait Laurent il y a quelques minutes, c'est qu'en fait, chaque soft skill doit être analysé par rapport à un contexte, par rapport au poste, par rapport à l'équipe, par rapport à l'environnement. Donc, quand on dit que les soft skills sont transférables, c'est vrai, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que c'est quand même très appliqué à l'entreprise, au moment aussi où elle se trouve. Laurent le disait très bien, à la phase dans laquelle on est, à l'équipe qui est autour, aux valeurs qui vont être différentes. D'ailleurs, dans une même entreprise, dans 2 équipes différentes de tech, la curiosité et l'autonomie peuvent être définies de manière différente et on va attendre des choses différentes. Donc, en tout cas, les 5 qui reviennent tout le temps, c'est celle-là. Et là, pareil, donner des définitions précises pour chacune, je n'en suis pas capable. Julien, toi, du coup, est-ce que c'est effectivement les mêmes soft skills qui reviennent, que ce soit chez Partout ou dans les entreprises précédentes où tu as pu passer? Et comment, toi, tu fais en tant que Head of TA pour justement mettre une définition propre au contexte derrière? Ouais, je rejoins Hélène là-dessus. Que ça soit chez Swile, chez Partout, les soft skills vont peut-être certains vont se recroiser. Le but, nous, c'est d'essayer d'avoir à peu près pour chaque poste un focus sur 5-6 compétences maximum. Pour déjà, éviter de chercher le mouton à 5 pattes et surtout d'être capable de construire quelque chose de solide en lien avec ses compétences et pas d'être au four et moulin finalement et sans être efficace nulle part et ailleurs. Donc déjà, il y a le brief, avec nos managers, c'est déjà d'identifier ces 5-6 compétences à travers tous les carrières paths qui existent déjà en interne. Ensuite, on va croiser ça avec la culture de l'entreprise. Parce que être curieux chez Partout, c'est peut-être pas forcément la même définition d'être curieux chez Swile. Et du coup, nous, on a vraiment travaillé sur ce qu'on appelle un EVP, donc c'est un Employee Value Proposition, qui permet aussi de parler des comportements attendus pour chaque valeur de l'entreprise. Et en l'occurrence, chez Partout, il y a une des valeurs qui s'appelle la curiosité. Et on va vraiment expliquer les comportements attendus, quel que soit ton métier, pour incarner au mieux cette valeur. Et pareil, on va aussi expliquer qu'est-ce qu'on n'attend pas sur toute cette personne par rapport à cette valeur. Donc, le terme soft skills, il est quand même assez large et chacun peut l'interpréter un peu à sa façon. Pour moi, il n'y a pas de réelle définition, comme l'a dit Hélène. Et un soft skills peut être même rattaché parfois même à une valeur, à un comportement dans une entreprise. Donc, typiquement nous, côté chez Partout, on essaie d'apporter beaucoup d'innovation dans notre façon de recruter. Et quand on va lancer un poste, on a créé avec l'IA sur Slack, un outil de messagerie, un assistant scorecard où on va donner le nom du poste, donc, par exemple full stack développeur ou software engineer, et on va mettre le type de seniorité attendu. Et derrière, il va nous proposer les 5, 6, 7 compétences qui sont dans notre carrière pass chez Partout. Et derrière, on va avoir une multitude de questions de projection comportementale et situationnelle pour justement évaluer chaque compétence. Donc, je vais avoir des hard skills et je vais surtout aussi avoir des soft skills. Et c'est les soft skills que je vais utiliser en tant que recruteur et que je vais répartir dans mon process de recrutement pour que derrière, on puisse être certain à la fin du process d'avoir passé en revue toutes ces compétences et d'être sûr de les avoir évaluées au mieux possible. Donc, je pense que c'est vraiment propre à chaque entreprise, mais naturellement, et je pense qu'il y a des grands classiques, il y a des compétences qui sont essentielles à avoir en soft skills quand tu es côté tech. On en a parlé juste avant. Mais après, je pense que ça dépend vraiment des entreprises et des priorités de la boîte par rapport à leur façon de travailler et par rapport à leur culture. Top, je te remercie, c'est hyper clair. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée d'associer un peu la définition des soft skills tels qu'on veut les percevoir en tant qu'entreprise par rapport à son EVP. Ça me paraît plutôt malin comme manière de faire. Et la question que je me pose, c'est, je suis pas sûr peut-être que tu as déjà donné la réponse, je suis pas sûr d'avoir bien saisi. À tout moment du process, quelle que soit la personne qui fait passer un entretien, du coup, elle a un peu ces informations de son côté. Est-ce que chacun est responsable d'évaluer ses soft skills ou est-ce qu'il y a vraiment une fonction de l'entreprise ou que ce soit le hiring manager ou que ce soit les RH qui finalement va dire si on y est ou pas? Très bonne question.
tout part du kick-off, donc ce qu'on appelle le cahier des charges. C'est moins vendeur en français. C'est le moment où le recruteur va passer une heure et demie avec le manager qui recrutera pour son équipe pour cerner, comprendre au maximum sa recherche et ses besoins. Donc, on va parler critères simples, on va parler critères d'évaluation, on va parler aussi process, on va parler aussi complémentarité entre les étapes, on va parler tests techniques. Donc, l'étape est quand même très importante parce que ce qui va donner un peu le rythme et la performance de notre process de recrutement et de notre évaluation. Donc, typiquement, on va parler de compétences, on va les mettre à plat, on va dire, OK, maintenant, voilà notre process. Qui se charge de quoi pendant le process pour évaluer ses compétences? Et ce qui est important, c'est pas de se dire, à une seule étape, on évalue cette compétence, puis à une autre étape, une nouvelle. C'est de se dire comment on arrive à mettre notre petit grain de sel à chaque niveau du process pour évaluer, être complémentaire de notre décision et être sûr qu'on voit les mêmes choses et qu'on a identifié les mêmes choses. Mais en se reposant sur 5, 6 compétences. Ça peut être moins en fonction des profils. Ça peut être un peu plus, mais plus on va augmenter le nombre de compétences, forcément, plus ça va représenter un change d'un point de vue décision et recrutement. Donc non, c'est plutôt au début qu'on se met d'accord, on s'outille, on va mettre des scorecards en place, des questions situationnelles, et tout ça, en fait, on va le retrouver dans notre ATS, donc notre outil qui nous permet de suivre nos candidats et d'avoir tous les supports nécessaires pour pouvoir poser les questions, mettre nos feedbacks et mettre aussi les évaluations concernant les entretiens. Et à la fin du process, une étape qui est super clé pour nous, en tout cas chez Partout, c'est ce qu'on appelle le hiring committee. C'est tout aussi important que la première étape du brief. Le hiring committee, c'est on a terminé un process, et ben tous les intervieweurs en fin de process prennent 15 minutes pour se mettre autour d'une table et avant de faire une offre, juste se dire, OK, est-ce qu'on parle le même discours quand on parle d'envie de recruter cette personne? Et on essaie de comparer, de croiser les regards sur les différents feedbacks qu'on a à relever, les différentes évaluations pour être sûr de, un, prendre la bonne décision et pour être sûr de, deux, qu'on positionne, si on souhaite prendre cette personne, au bon niveau de seniorité et sur les bons niveaux de compétences par rapport à l'interne. Donc voilà un peu les étapes clés qu'on a nous identifiées et qu'on doit faire très vite pour être sûr de prendre la bonne décision en se reposant sur des compétences clés. Génial. Bon, c'est ultra organisé, bravo. Ça doit être beaucoup de boulot à mettre en place. Mais je pense qu'à la fin, ça permet effectivement déjà de réduire beaucoup de biais, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en recrutement. Et aussi, peut-être de rassurer aussi les hiring managers. Mine de rien, quand on est côté recrutement, c'est pas mal d'avoir cette arme-là. Ouais, et pour terminer, l'expérience candidat, du coup, à côté, elle est optimale parce que on a une matière à pouvoir donner le feedback et généralement, elle est comprise et acceptée parce qu'on se repose sur beaucoup de questions, beaucoup de tests techniques. Et naturellement, c'est plus simple pour nous, en tant qu'entreprise, d'expliquer la décision quand elle est négative à un candidat ou une candidate. Alors, on a une question intéressante, mais avant, Laurent, du coup, je voulais te poser à peu près la même question qu'à Julien, à savoir, dans tes différentes expériences, est-ce que la décision était comme ça un petit peu collégiale? Est-ce que tu déléguais tout ou partie du jugement des soft skills? Comment toi, de ton côté, et étant donné les fonctions que tu as pu avoir, tu as géré justement ce point-là? Même chose par palier. Dans une phase de construction d'équipe où l'équipe n'est pas structurée, clairement, j'étais le point de passage obligé des différents candidats en fin d'entretien. Je déléguais volontiers toute la partie hard skills parce que j'avais des personnes dans mes équipes bien à même de le faire, que ce soit avec un test technique structuré ou au travers d'un échange. Et effectivement, je m'assurais, en attendant d'avoir des relais, soit d'encadrement de management, capable aussi d'avoir ce recul sur l'analyse de la personne et pas que sur les hard skills, je le faisais moi. Et ensuite, effectivement, je déléguais à des collaborateurs, comment dire, qui pouvaient être amenés à le faire. Et vu le nombre de recrutements à faire, je pouvais déléguer à 100% aussi, totalement, cette appréciation-là, grâce à la confiance que j'ai dans les équipes mises en place. Et ça, c'est très important aussi de pouvoir le faire, parce qu'on ne peut pas être partout. Donc voilà. Donc cette complémentarité, par contre, ce que je m'interdis de faire systématiquement, c'est d'être le seul à apprécier un candidat. Et donc pour moi, la multiplicité des points de vue à l'intérieur de mon équipe, et on n'en fait pas 12, hein, on est d'accord, on respecte le candidat et le temps qu'il a aussi à consacrer à l'entretien. Par contre, quelque chose qui était fondamental pour moi aussi, c'était sur des rôles, ça pouvait être des product managers, des product owners, et de les faire rencontrer un acteur métier. Et donc là, on avait une valeur entreprise et métier qui était très, très complémentaire de ce qu'on pouvait faire. Évidemment,
la partie RH, qui était l'entretien ultime et pour lequel on avait un retour également sur ces aspects de soft skills et la mise en commun. Alors, c'est très structuré chez ce qu'a présenté Julien et je trouve ça top parce que c'est fondamental de le faire, ce retour, se dire, OK, on est d'accord, on a le même ressenti, on a la même chose, go, on y va. Et donc, tout ça, c'est pas l'affaire d'une personne, c'est évident. Des collaborateurs, des acteurs au sein de l'entreprise et la partie RH qui se complètent énormément à ce niveau-là. Ok, merci. Alors du coup, la question, je vous la pose à tous les trois et puis je vais quand même donner moi un élément de réponse. Sébastien qui nous demande si l'intelligence artificielle est vraiment pertinente pour établir une scorecard métier, sachant que cela reste limité pour prendre en compte les critères, contraintes spécifiques à l'entreprise, équipe manager, outils, technologie, etc. Pour moi, telle que la question est posée, non, l'IA n'est pas pertinente comme ça. En fait, c'est pas elle qui établit la scorecard. On va la nourrir d'informations. En fait, l'intelligence artificielle, pour moi, elle va dépendre de ce qu'on est capable de lui raconter. C'est pour ça que les gens qui font des formations d'intelligence artificielle, ce qu'ils proposent finalement, c'est d'apprendre à écrire des prompts. C'est pas tellement plus que ça. Et ça, ChatGPT peut vous l'apprendre, au cas où. mais du coup, effectivement, pour faire une scorecard métier, si on a nourri l'intelligence artificielle de tout le travail qu'on a fait en amont et de tout justement ces critères et contraintes spécifiques à l'entreprise, ce qui va en ressortir dépend quand même de ce qu'on a donné nous comme input. Et je pense, en tout cas moi c'est mon point de vue, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez les autres, que c'est quand même un bon outil en appui. Complètement. Enfin, de toute façon, l'IA, comme tu viens de le dire, l'IA, les résultats que va te donner une IA gen comme ChatGPT ou autre vont complètement dépendre des consignes et du contexte que tu vas lui donner. Donc, dire, en fait, je vais faire réaliser ma scorecard par une IA, pour moi, déjà, ça n'a pas de sens. Parce que tu ne peux pas demander à une IA de faire ça. Et en plus, quand on dit scorecard, pareil, tu regardes, tout le monde va avoir une définition différente de ce qu'est une scorecard, qu'est-ce qu'on met dedans, etc., etc. Par contre, le travail qu'on donnait tout à l'heure, c'est-à-dire de dire, voilà, chez nous, par exemple, l'autonomie, on va la définir comme ça. Et tout à l'heure, Julien parlait de questions situationnelles ou comportementales. L'IA est très, très utile pour construire ce type de questions une fois que tu lui as expliqué ce qu'est ta définition. L'autonomie chez nous, c'est ça. Donne-moi des questions comportementales, situationnelles qui vont me permettre d'évaluer ça chez un candidat. Et tu peux même ajouter quelque chose qui va dire donne-moi des exemples de mots-clés, de réponses dans les expériences, etc., que le candidat va me donner, qui vont me donner des indices que mon candidat en face de moi a bien cette compétence-là, que ce soit de l'autonomie, de la curiosité, etc. C'est ça que tu vas faire. Mais dire à une IA, construis-moi ma scorecard, etc., non, tel quel, ça ne marchera pas. Bien sûr. Et pour illustrer les propos d'Hélène et ce que j'ai mentionné juste avant concernant la scorecard via l'IA chez Partout, et tu as très bien fait de le souligner, Émeric, c'est que nous, aujourd'hui, notre prompt, chaque équipe a déjà une licence ChatGPT 4 et on va donner à l'IA la lecture de notre VP. On va lui donner la lecture du mémo de chaque année de fondateur sur toute la stratégie, la vision de l'entreprise à court, moyen, long terme. On va lui donner de la documentation sur les biais. On va lui donner de la documentation sur les questions situationnelles, comportementales et de projection. Et à côté, on va lui donner à lire notre carrière pass pour qu'il puisse savoir toutes les compétences au sein de chaque métier de notre entreprise avec les types de comportements attendus. Et donc derrière, l'IA va me générer une scorecard avec ces fameuses compétences, avec la posture et la conduite qu'on attend par rapport à toute la documentation qu'il a pu prendre en considération. Et on va aussi avoir un onglet, ce qu'on appelle critères de succès, qui permettra aussi de savoir le type d'attente et de posture attendue dans les réponses des candidats pour se dire oui ou non, ça rentre un peu dans le scoring et dans l'évaluation qu'on juge bonne pour cette compétence. Donc, il y a quand même un très gros travail en amont à fournir. Mais derrière, une fois que tout est bien orchestré, la musique opère et puis l'IA va jouer un très bon levier de support d'aide dans notre capacité à gérer de la charge opérationnelle. Donc ça se prend avec un bon niveau de maturité, mais je pense que tout part de bien documenter, bien parler, bien dompter l'IA pour derrière en faire un ami et un levier pour actionner des choses plus matures in fine. Eh ben nickel, on a justement demandé un peu aux gens qui participent au webinaire quels étaient les outils ou les méthodes qu'ils utilisaient principalement pour l'évaluation des soft skills. Il y a l'entretien face à face qui est largement en tête, alors que ça peut être quand même assez dangereux,
vu qu'on est forcément biaisé par la manière dont on perçoit nous-mêmes les choses. Mais c'est vrai que c'est le plus simple à mettre en place. Il y a quelques personnes qui n'ont pas d'outils spécifiques. Donc là, ça, c'est pas facile, mais bon, bonne chance à tout le monde. Faut trouver ce qu'on peut mettre en place. Il y a les références professionnelles, les tests psychométriques et les évaluations de groupe qui ont aussi été mis en avant. Vous, dans tout ça, on va peut-être commencer par Laurent, du coup, qu'est-ce que tu utilises, et peut-être qu'est-ce que tu utiliserais dans l'idéal? Alors, moi, la partie référence professionnelle est assez importante, moi, dans mes prises de décision. Alors, c'est vrai que selon l'enjeu du poste, on peut ne pas y faire recours, hein, comme certainement beaucoup d'entre vous, mais quand j'ai besoin de confirmer un aspect important soft skill du candidat, c'est vraiment un élément qui est doublement important. Un, dans la capacité du candidat à déjà donner des références. Déjà, c'est un candidat qui le fait facilement. Bah, ça dénature déjà d'une certaine, je dirais, intégrité professionnelle dans son parcours et sa capacité à laisser une bonne empreinte. Et donc, rien que ça, déjà, le fait d'obtenir des références de 3, c'est déjà un point très positif. Et puis le contact avec, que ce soit un collègue, un encadrant, un manager hiérarchique, etc., pour moi essentiel. Donc les références pro, tests psychométriques, jamais fait appel spécifiquement, pas eu l'occasion dans le monde de la tech, en tous les cas, moi, de les mettre en place. Ça va tellement vite et ça aurait pu nous aider probablement peut-être à certains moments, mais voilà. L'entretien, bien sûr, c'est le contact et la visio, c'est une chose, mais à un moment donné, d'avoir la personne avec soi, la faire venir dans l'entreprise, la présenter aux équipes, voir, comment dire, lui proposer un test d'immersion pendant quelques heures au sein de l'équipe ou une demi-journée. Moi, c'est des choses que j'encourageais fortement pour confirmer et obtenir un retour de mes équipes qui l'avaient accompagné. Le soir, on se fait un petit débrief de 15 minutes. Et il a passé une demi-journée au sein de l'équipe. À partir du moment, évidemment, où le candidat peut le faire, c'était extrêmement valorisant et riche d'enseignement. Donc moi, c'est plutôt ça que je favorise de mon côté dans mes expériences. Hélène, c'est aussi ce que tu recommandes en formation. J'imagine que toi, ça doit être un peu peut-être différent parce que ce qui est peut-être intéressant avec avec ces quelques méthodes qu'on vient de citer, c'est peut-être que moi, ce qui me saute tout de suite un peu à l'œil, mais tu me diras si j'ai tort, c'est que elles dépendent beaucoup aussi de la maturité de l'entreprise et qu'on peut pas forcément les mettre en place chez tout le monde. Qu'est-ce que tu recommandes toi en général? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, effectivement, tu as raison, ça dépend de la maturité, mais ça dépend aussi du type d'entreprise. Tu vas pas recourir aux mêmes outils et aux mêmes process selon que tu travailles en ESN, en cabinet de recrutement, selon que tu recrutes en interne. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes enjeux, etc. C'est pas les mêmes engagements. Moi, il y a deux choses là qui me questionnent quand je vois le sondage. C'est que entretien face à face, je ne connais pas de recruteur qui fait pas d'entretien en face à face, que ce soit en visio, que ce soit au téléphone, que ce soit en physique IRL. Ce qui me pose question, c'est surtout quel type d'entretien en face à face. Parce que si c'est un entretien comportemental, c'est-à-dire où tu vas structurer, comme l'expliquait Julien tout à l'heure, où je sais exactement ce que je suis en train de faire, avec une démarche claire, avec des questions qui vont me permettre vraiment d'évaluer des compétences et non pas des impressions, des ressentis, des feelings, c'est complètement différent de si tu fais un entretien pas préparé et où tu es dans une conversation comme si tu étais avec un pote, etc. Tu vois, donc c'est déjà pas la même chose. Donc pour moi, l'entretien face à face, bien évidemment, mais pas n'importe quel type d'entretien. Et après, entretien de groupe, etc. Moi, je suis pas une grande fan de ce genre de choses parce que je trouve que pour les candidats, c'est pas une expérience géniale. Plutôt plusieurs entretiens rapprochés, éventuellement dans une journée, toujours en lui expliquant la démarche. Et on en a déjà parlé. Moi, j'ai un point de vue un peu plus mitigé sur les références professionnelles parce que je pense qu'elles sont plutôt, de manière générale, mal faites en France. Que c'est un exercice auquel très peu de gens sont vraiment bien préparés et que ça dévie souvent sur des choses qui sont pas des évaluations de compétences, qui sont pas des évaluations comportementales, situationnelles, etc. et qu'on peut assez vite déraper vers des choses qui sont du feeling, voire de la discrimination. Donc, je suis un peu plus mitigée sur ça. Oui, à condition qu'on soit bien formé pour le faire. Et comme le disait Laurent, qu'on ne s'appuie pas sur un seul référent. Parce que là, pour le coup, pour moi, c'est dangereux. Et si vraiment c'est une pratique qu'on veut utiliser, d'avoir au moins 2-3 référents sur lesquels se reposer et de niveaux différents. Un collègue, un manager, etc. pour avoir vraiment quelque chose qui soit
le plus objectif possible, même si c'est très compliqué en recrutement et en entretien. Et si en 2 mots là pour les gens qui participent, tu devais donner, bon, tu vas pas les former en 2 minutes, tu pourras le faire peut-être plus tard, on sait jamais. Mais si tu devais leur donner 1 ou 2 petits conseils justement pour que la prise de référence rentre un minimum dans ce cadre dont tu nous parlais, qui est un peu plus correct, est-ce que c'est possible en 2 mots de donner tes conseils de retour terrain, quoi? Premier point indispensable, si je demande à un candidat, enfin, si je veux faire de la prise de référence, je ne prends que les références qui sont données par mon candidat. Je fais pas de prise de rêve sauvage, ok? Je me dis pas, tiens, il a bossé chez machin, je connais un tel, je vais l'appeler, je vais lui passer un coup de fil. Ça, c'est niet. Okay. On va rappeler que c'est illégal surtout. C'est illégal et donc je prends les rêves que mon candidat me donne et je respecte son consentement, son accord. Autre point, je prépare l'échange de prise de référence, je le prépare comme un entretien. C'est-à-dire que j'y vais pas au feeling, hop, j'appelle. L'idéal, c'est aussi de prévenir la personne que je vais contacter, qu'on va avoir un échange sur quelle personne, etc., histoire que je prenne pas au dépourvu le référent que je vais contacter, qui puisse aussi se mettre en condition et pas me répondre de manière complètement dépourvue de préparation ni rien. Et autre chose, je le disais tout à l'heure, mais je reste vraiment concentrée sur des compétences. C'est-à-dire que je vais pas, par exemple, j'ai entendu des trucs hallucinants de gens qui vont dire est-ce qu'il a été beaucoup malade, est-ce qu'il a été beaucoup absent, est-ce que ça a posé problème quand ses enfants sont nés, etc. Wow. Non, on fait pas ça. Donc les questions qu'on va poser à un référent, en fait, c'est le même travail que les questions d'entretien. C'est-à-dire que les questions que je pose en entretien vont être des questions que je vais ensuite réutiliser pour évaluer la même chose. Donc, quand je vais interroger un référent, je vais rester sur des choses très factuelles, les plus factuelles possibles, éventuellement les dates, la prise de poste, la fonction, le rôle, le périmètre. Et si je veux poser des questions sur des compétences, je pose des questions sur des compétences. Je vais pas dire « Ah, il était comment? Il était sympa, vous l'avez trouvé autonome ?» parce que ça va rien vouloir dire, encore une fois. Donc, je vais poser ma question de manière à ce qu'elle soit structurée et qu'elle encadre la compétence que je vais évaluer exactement comme en entretien. De la même manière. Et c'est un super sujet parce que dans 3 boîtes dans lesquelles je suis passé, on a toujours une culture, une approche différente de la philosophie des références. Et je comprends le point de vue de Laurent, je comprends aussi le point de vue d'Hélène. Chez Partout, nous, c'est pas obligatoire, les références. Par contre, on peut s'autoriser de le faire quand on a plusieurs raisons. On a majoritairement 2 chez Partout. Déjà de 1, et on le redit, on le redira pas assez, il faut demander l'accord des candidats et des candidates pour avoir les coordonnées. Généralement, nous, on demande les 2 anciens ou anciennes managers de la personne. Et quand c'est un manager, on demande aussi parfois 1 ou 2 personnes qu'il a ou qu'elle a managé. Nous, ça nous intéresse pour plusieurs raisons. La première, si la personne, sur les 3-4 dernières années, elle a enchaîné 3-4 expériences. Et il y a un point qui est super important, c'est la loyauté, la confiance. Et pour vraiment voir si le contexte de départ de la personne est vraiment aligné avec ce qu'elle nous a partagé et versus les anciennes personnes avec qui elle a travaillé pour voir s'il n'y a pas non plus de sujet éthique ou de sujet de loyauté voilà, qu'on peut complètement craquer avec les références. L'autre point, c'est aussi on évite de confirmer ou valider des compétences via les refs, mais on va plutôt exprimer les points de doute qu'on a identifiés en fin de process. On a trouvé que la personne était très bonne là-dedans. Par contre, là-dessus, à travers toutes nos questions et les tests, on a senti que c'était un peu léger. Est-ce que par rapport à une expérience vis-à-vis de ta collaboration avec cette personne, tu peux me confirmer ou me démentir ça, par exemple? Ça, c'est des choses qui peuvent aussi gommer un doute ou au moins appuyer notre décision. Et puis pour le process de recrutement, le physique, le one-one, pour moi, on a beaucoup parlé des besoins de l'entreprise, mais je pense que c'est aussi une bonne opportunité pour les candidats et les candidates de passer au moins une étape dans les bureaux pour s'acclimater à la culture, pour découvrir l'univers, pour se projeter. Et je pense que notre capacité à recruter et notre capacité à avoir un bon taux d'acceptation d'offres va aussi jouer sur comment notre process peut aussi être important et intéressant pour les candidats. Parce que si on rencontre les équipes, si on découvre les bureaux, naturellement, et ça c'est l'humain qui est comme ça, c'est le cerveau, on va forcément se projeter. Je me verrais bien à cette place travailler avec les gens de cette équipe. Donc, tout faire à distance, je pense que le Covid nous l'a montré. On a appris à recruter à distance et je pense que c'est pas toujours les meilleures décisions de recrutement. Et je pense qu'avoir un process complémentaire en mélangeant le distanciel, parce que ça arrange des fois les dispos, etc. Et que proposer au moins une étape dans les bureaux, je pense que c'est super important pour le closing du candidat, pour sa projection et pour nous aussi se faire une idée un peu du feeling et de
pouvoir lui donner la possibilité de rencontrer aussi pas mal de personnes et puis de s'imprégner un peu de notre culture. Top. Pour prendre un peu de hauteur justement sur le sujet, là, on a parlé justement de toute cette évaluation des soft skills, que ce soit dans un entretien face à face structuré, que ce soit à travers la prise de référence, des choses comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve à mettre beaucoup plus d'importance, ça on l'a vu sur les soft skills, dans la tech qu'auparavant. Qu'est-ce qui a changé en fait? Qu'est-ce qui a changé? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est ce que disait Laurent tout à l'heure, au début de la conversation. C'est qu'en fait, je pense qu'on s'est rendu compte qu'on misait énormément sur de la tech et que beaucoup d'erreurs de recrutement ne reposaient pas sur les hard skills, mais finalement venaient d'une mauvaise évaluation ou d'un mauvais matching avec les soft skills. Et enfin, moi, je l'ai vécu encore quand j'étais salarié. C'est-à-dire que on a eu quelques erreurs de recrutement où clairement l'erreur, c'était pas le niveau technique. C'était pas un problème de maîtrise d'un langage, etc. C'était un problème de communication, de valeur avec l'équipe, de matching avec ce qui était attendu en termes de comportement, etc. Et je pense que du coup, quand je disais tout à l'heure, les hard skills restent très importantes, c'est la réalité. Enfin, si on dit aujourd'hui dans la tech, les soft skills sont plus importants que les hard skills, pour moi, c'est un peu hypocrite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va quand même bien évidemment commencer par regarder, ok, est-ce que mon candidat est à ce niveau-là, etc., etc. Mais ça prend de plus en plus d'importance pour ça. Et à mon avis aussi, pour une deuxième raison, c'est qu'on a de plus en plus sur le marché des gens qui sont en reconversion, qui sont pas des techs, qui peuvent avoir un très bon niveau technique, mais ce qui va venir aujourd'hui compenser et où on cherche des gens qui savent apprendre à apprendre, un langage, une techno, etc., ça s'apprend. Les soft skills, il y en a certaines qui s'apprennent pas ou qui vont se développer dans un environnement particulier, et donc ça prend plus d'importance aujourd'hui. Et donc forcément, c'est des sujets que les entreprises abordent beaucoup plus sérieusement parce que ça devient un vrai besoin dans le marché pour recruter. Et que tu ne peux plus aujourd'hui uniquement te reposer sur les hard skills. Ça n'a jamais vraiment été le cas. Hein. Les soft skills, on pense que c'est très nouveau. J'ai commencé à recruter en 2003, on en parlait déjà. Hein. Merci pour le retour. C'est intéressant, tu disais qu'effectivement, il fallait pouvoir continuer systématiquement à progresser. C'est vrai qu'il y a des études qui montrent aussi qu'avec l'évolution un peu du marché du travail et des technologies, un hard skill, dans les années 80, ça durait 20 ans. Aujourd'hui, ça dure 18 mois. Laurent, est-ce que c'est quelque chose aussi que toi tu peux confirmer? Est-ce que c'est vrai que dans les équipes techniques, finalement, on change beaucoup plus souvent de techno? Est-ce qu'en fait, ce côté hard skill qui était vraiment prépondérant il y a quelques années, aujourd'hui devient quasiment obsolète par rapport à l'adaptabilité qui, bien définie, permet de monter en compétences? Laurent, ton micro est coupé. Merci beaucoup, Hélène. Ça m'a évité de parler dans le vide. Effectivement, je vais répondre à cette question et la précédente en même temps, parce que dans ce qui a changé, moi me concernant, dans mon expérience professionnelle en tant que recruteur et manager d'équipe, c'est la nécessité de faire un focus beaucoup plus important aussi sur ce qu'attend le candidat. On était dans une situation où auparavant, quand je dis auparavant, je ne sais même pas si je l'ai vraiment connu, mais en tous les cas, il existait à un moment donné sur le marché de l'emploi où le candidat devait expliquer pourquoi le recruteur devait le choisir. On est dans la situation totalement inverse aujourd'hui. Expliquez-moi pourquoi je devrais venir chez vous. Et donc, cette nécessité d'évaluer les soft skills prend énormément plus de poids dans un contexte comme celui-ci, d'où des énergies déployées ces dernières années pour développer les marques employeurs, partager la culture de l'entreprise et cette raréfaction des talents nécessite vraiment ce travail. Donc ça, c'était par rapport à la précédente question. Sur le poids des hard skills et l'importance des soft skills pour permettre au candidat de s'adapter à des évolutions aussi de besoin, une fois qu'il est au sein de l'entreprise, c'est effectivement fondamental. Dans un système d'information, il n'y a pas un système d'information, il évolue en permanence. Et dans le monde de la tech, moi j'ai évolué dans le monde du commerce beaucoup aussi, voilà, tous les 4-5 ans, il y a une refonte. On adapte le socle techno, on revoit l'architecture, que ce soit infrastructure applicative, et clairement, il nous faut des collaborateurs qu'on saura embarquer, quitte à les former, quitte à avoir l'autodidacte aussi, fait partie, la capacité à être autodidacte, à une des qualités évidemment que moi je recherchais beaucoup chez les collaborateurs, parce que le prétexte de la formation pour arriver à faire quelque chose était forcément toujours un peu la raison pour
lesquelles on n'arrivait pas à faire, en fait, sur le fond, le candidat est capable et quelqu'un d'autonome, d'autodidacte, il y avait forcément une attention particulière et c'était très recherché aussi. Enfin, moi, je le recherche beaucoup. Voilà, donc en fait, effectivement, ces hard skills, on attend du candidat qui ait cette capacité de s'adapter et donc on peut, soit face à une raréfaction, soit face, parce qu'on sait que nos besoins d'aujourd'hui seront peut-être tout à fait les mêmes dans 4-5 ans, on changera une couche technologique, etc. Ben voilà, on va chercher plutôt des ingrédients de vécu en équipe ou d'expérience d'ailleurs, de traversée, de refonte. Un candidat qui a été cadré avec des process et qui n'a pas vécu de transformation, de changement majeur, que ce soit en termes d'organisation d'équipe ou en termes de système d'information, mais évidemment sera peut-être un peu moins à l'aise dans une entreprise qui a besoin de bouger, de se renouveler de manière constante. Voilà. Donc moi, effectivement, ce pouvoir soft skills peut s'apprécier sous cet angle-là également par rapport à ta question, Yannick. Ok, ben, je te remercie. Alors, il y a une question de Sébastien. Peut-être que Julien, tu vas pouvoir nous éclairer là-dessus avec l'organisation justement que vous avez mise en place chez Partout, qui nous demande comment on s'adapte à une divergence d'opinion, par exemple avec des managers ou des opérationnels dans le cadre d'un process de recrutement côté soft skills. Je pense que c'est toute l'importance du hiring committee que j'ai évoqué juste avant, la dernière étape avant de faire une offre éventuelle. C'est le moment de justement challenger les points de vigilance reportés par certaines personnes qui ont constaté des choses et qui sont capables de nous les expliquer. En hiring committee, c'est à ce moment-là aussi, moi, en tant que recruteur, je vais apporter aussi l'état des lieux des références que j'ai pu effectuer, qui permettra en fait de rebondir et de consolider en fait un feedback par rapport à certains points de vigilance. Nous, on fonctionne systématiquement à l'unanimité, c'est-à-dire que il y a une règle, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, et on essaie de l'incarner au mieux possible, après à mesurer, bien sûr, mais quand on sent qu'une personne du process a mis le doigt sur un doute par rapport aux soft skills, mon rôle en tant que recruteur en hiring committee, ça va être de challenger. Ok, qu'est-ce qui t'a fait penser ça? Quelles questions as-tu posées pour t'assurer de ça, etc. Et derrière, si je vois que ça a l'air vraiment véridique et que ça relève un sérieux doute, croiser le regard avec les autres personnes qui l'ont rencontré. Est-ce que tu as identifié cette chose lorsque tu as vu cette personne? Oui, non. En tout cas, moi, j'ai fait des références. Il n'y a rien dans cette direction qui est ressorti. Donc, voilà. Là, je pense que quand on arrive sur une zone un peu d'ombre de doute et que une mauvaise décision de recrutement, malheureusement, ça arrive très souvent, parfois, il vaut mieux ne pas prendre le risque de faire une offre parce qu'il y a un doute éventuel et qu'on est capable de l'expliquer au candidat plutôt que de se dire bon, écoute, on verra ça pendant la période d'essai. Une période d'essai, c'est pas fait pour valider les compétences ou le positionnement ou l'intégration d'une personne. C'est le processus de recrutement qui est fait pour ça. Donc tous les managers qui disent attendons la période d'essai, on verra si ça le fait ou pas. En fait, non, parce que ça représente un coût pour les équipes, ça représente aussi un engagement et du temps pour les managers. Donc voilà, il y a deux choses qui sont super importantes. C'est justement de mettre en place éventuellement un hiring committee pour être sûr de se poser les bonnes questions au bon moment et d'être sûr de prendre la bonne décision. Et quand il y a un doute, on le challenge, on essaie de le comprendre, on essaie de croiser les regards avec les autres étapes. Et derrière, on prendra sûrement une meilleure décision, positive ou pas. Mais en tout cas, au moins, on a le mérite de s'être mouillé, d'en avoir discuté. Juste, si je peux me permettre, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. En fait, dans ce que tu viens de dire, si, justement. Quand il y a un doute, creusons les doutes. Le risque, quand on a un problème, une divergence avec un manager, c'est justement que le manager s'arrête sur « je le sens pas ». Je le sens pas, j'ai pas le feeling, etc. Le rôle dans un processus de recrutement d'un recruteur ou autre, c'est d'aller challenger ça et de pas se contenter d'un je le sens pas, etc. Ok, le doute porte sur quoi précisément? Après, on a le droit d'avoir des doutes dans un processus de recrutement, c'est hyper sain. C'est hyper sain, c'est constructif, c'est normal. Et le fait d'avoir justement cette question de challenger et de dire bah ok, mais là dans ces échanges-là, rien n'a amené de sujet sur ce point, etc. Toi, qu'est-ce qui te laisse ce doute? Est-ce que tu peux mettre des mots dessus? Je dis souvent aux recruteurs que je forme, mais soyez chiants en fait. Soyez chiant, c'est votre rôle. Laissez pas passer le truc, laissez pas passer. Je l'ai pas senti, c'est le feeling machin. C'est pas bon. Faut être chiant, c'est notre rôle. Faut aller creuser, faut pas lâcher l'affaire. Faut être une tique sur le dos du renard. Faut y aller quoi. Faut vraiment te battre et te dire je laisse pas passer ce truc-là si j'ai pas de réponse. Et pour le candidat c'est hyper important parce que si derrière je veux pouvoir lui dire on n'avance pas. Il faut que je lui donne une réponse constructive. Je peux pas rester sur on l'a pas senti quoi. On l'a pas senti. C'est pas. Et je pense que c'est pas au recruteur de prendre la décision de recruter ou non une personne, à part si c'est lui le hiring manager et que c'est pour son équipe. Mais par contre, c'est au recruteur de challenger et
de poser les bonnes questions au manager pour être sûr qu'on va dans la bonne direction en prenant une décision. Donc, je te rejoins complètement là-dessus et d'où l'importance de faire un step back dans ce hiring committee et de se poser toutes ces questions là-dessus, quoi. Donc, le soft skill principal des recruteurs, c'est d'être chiant. Laurent, est-ce que tu as eu, est-ce que tu as eu l'occasion de travailler justement avec des recruteurs chiants, mais qui ont pu, du coup, peut-être parfois, te pousser aussi à prendre des décisions que tu n'aurais pas forcément prises, qui finalement sont avérées bonnes? Micro. Toujours coupé. Alors, il va vraiment falloir que je travaille ça. Je vais le laisser ouvert en permanence. J'ai pas de bruit chez moi, ça devrait aller. Merci Hélène. Non, je ne travaille pas avec des recruteurs chiants, tout simplement parce que déjà, je travaille avec des partenaires pour le sourcing. Alors évidemment, interne, côté RH, lorsque on a la chance de pouvoir être accompagné par un service RH qui a de la disponibilité, c'est quand même ce qu'on attend, évidemment. Mais parfois, c'est pas le cas. Et face à la technicité, je m'entoure de partenaires extérieurs avec qui j'ai une totale confiance. Donc du coup, non, ils sont pas chiants parce que, mais par contre, ils sont rigoureux. J'utiliserai un autre terme, mais ça veut dire la même chose dans ta bouche, Hélène, j'imagine bien. Il faut pas laisser de place au doute. Et donc, du coup, j'ai pas eu ce cas-là. Je vois un candidat ou une personne dans laquelle, pour ma part, je suis très chiant comme candidat. Moi, j'apprécie un candidat chiant. Ça veut dire qu'il s'intéresse, qu'il a envie de savoir où il va mettre les pieds. Et je pense inversement, c'est plutôt un gage d'intérêt pour le poste et de s'assurer que effectivement le contexte qu'on lui présente aussi du besoin du poste, il est clair aussi parce que l'inverse a le droit d'exister. C'est pas que le recruteur vis-à-vis du candidat, mais le candidat vis-à-vis du recruteur. Donc moi, je pense aussi qu'un candidat, il a le droit d'évaluer les valeurs de l'entreprise, les soft skills du manager qu'il rencontre, et c'est tout aussi important dans ce sens-là. Donc ouais, soyons chiants effectivement dans les deux sens, mais de manière constructive et pour répondre à la question précédente, lorsqu'il y a un désaccord entre managers opérationnels, étant donné que je faisais majoritairement avec des collaborateurs d'équipe et puis une personne côté RH, je reviens à la prise de ref, c'était exclusivement utilisé dans ce cadre-là, c'est-à-dire que je rejoins aussi un autre commentaire que j'ai vu passer, c'est très compliqué de faire la prise de ref systématique, ça prend du temps. Effectivement, des candidats rares, ils vont aller au process le plus simple et je rejoins tout à fait cette analyse-là. Donc du coup, il faut pas être chiant à l'extrême, à demander trop de détails, trop d'importance, parce que ça peut aussi faire fuir, un candidat en faisant du surprocess. Voilà. Donc moi, j'aurais un conseil à donner. Faites pas de surprocess, soyez efficace, préparez vos entretiens effectivement, et il vaut mieux 2 entretiens bien faits que d'en faire 5 et puis avoir fait perdre du temps à tout le monde. Absolument. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y a Floriane qui nous pose 2 questions concernant justement un peu les références. Ça peut revenir un peu sur ce qu'on était en train de dire. Je vais vous les exposer, vous donner des petits éléments de réponse et puis après vous nous direz ce que vous en pensez aussi. Il y a donc la première, c'est qu'un candidat peut avoir un retour négatif de son dernier manager et de très bons feedbacks des collègues de l'équipe. Ça, totalement d'accord, Floriane. Je pense que du coup, là, ça va vraiment dépendre du contexte. Est-ce que la personne va être dans une équipe? Est-ce qu'elle va être juste avec un manager? Est-ce qu'il faut qu'elle suive le manager? Est-ce qu'on attend qu'elle soit plutôt dans un super esprit d'équipe? Est-ce qu'on a un manager vraiment de proximité? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui donne des directives et puis après qui laisse les gens en autonomie? Donc ça va beaucoup dépendre du contexte du recrutement et du contexte de l'équipe pour moi. La deuxième question qui est également là-dessus, c'est le premier référent manager donne un retour très positif et le second un retour négatif. Une fois de plus, je vais dire qu'il va falloir creuser sur les 2 points. Qu'est-ce qui était négatif et qu'est-ce qui était positif? Si c'était la même chose, ça veut dire que ça dépend peut-être aussi du contexte. Si c'est des choses différentes, ça peut être aussi une évolution qui est soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens. À voir si ça dépendait de la manière dont travaillait une équipe versus une autre. À voir si c'est le candidat qui a peut-être aussi changé au fur et à mesure de ces différentes expériences. Donc voilà, ça c'est mes éléments de réponse. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être, vas-y Julien, si tu as un avis là-dessus. Pareil, on ne connaît pas le niveau d'exigence aussi des entreprises peut-être que sur les mêmes compétences, 2 anciens managers vont avoir aussi une appréciation différente parce que peut-être que son style managérial est différent, peut-être que sa culture de la performance va être différente, peut-être que la culture de l'entreprise est forcément différente. Donc, je pense qu'il faut en tirer le maximum, il faut challenger à fond les références. Quand on sent qu'il y a une piste où c'est un peu, on peut récupérer de l'information qui peut vraiment servir à notre décision, je pense qu'il ne faut pas lâcher et il ne faut pas se contenter de la personne n'était pas bonne là-dedans. Ok, pourquoi elle n'était pas bonne? Dans quel contexte? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'était pas bonne? Voilà, je pense qu'il faut avoir un maximum de contexte et il faut prendre le temps d'avoir la personne au téléphone pour justement essayer de challenger, de creuser, de comprendre. Et encore une fois,
On peut pas ne pas recruter une personne parce qu'on a juste eu un feedback pas forcément positif d'une personne qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas du tout dans quel état d'esprit cette personne était dans l'entreprise. On ne sait pas comment aussi elle était promoteur vis-à-vis de cette personne. On ne sait rien de leur collaboration. Donc, creusons, essayons de récupérer de l'information et mettons-la au service en fait de la décision qu'on prendra. Mais c'est clair que voilà, c'est aussi le jeu et la roulette un peu des références. C'est pour ça que nous, on essaye de demander systématiquement les 2 anciens managers parce que quand on laisse un peu la piste ouverte à donne-moi 2 contacts de tes anciennes expériences, souvent, il n'y a pas forcément de matière ou c'est un peu biaisé parce qu'on va souvent recevoir un collègue qui est même devenu un ami de cette personne et du coup, ça va être un peu biaisé, ça va peut-être surpositif dans le retour. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est un outil d'aide. Pour moi, c'est pas non plus exclusivement obligatoire de faire des références, mais par contre, si il y a des zones un peu d'ombre qu'on n'a pas réussi à évaluer pendant le process, qu'on ne peut pas tout voir, ben c'est le moment de creuser à fond et surtout rebondir et essayer de bien comprendre et de bien cerner à quel point le retour d'expérience de la référence est légitime et à quel point on peut l'utiliser. Très complet. Hélène, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Non, c'était hyper complet. C'est la seule chose que je dirais, ça confirme, enfin, ce que je pense sur cette histoire de prise de référence, c'est que il faut pas se contenter d'un seul référent, parce que si tu as un seul référent, en fait, tu te retrouves avec un truc où c'est forcément un peu biaisé et les 2 cas existent, c'est-à-dire le cas que vient de dire Julien où tu te retrouves avec un référent qui est devenu le pote de ton candidat, c'est peut-être, j'en sais rien, c'est peut-être même quelqu'un de sa famille. L'inverse est vrai aussi, avec des candidats qui te donnent un référent en toute confiance, en pensant que ça va très bien se passer et qui ont parfois une très mauvaise surprise derrière. Moi, ce que je trouve important derrière, c'est de débriefer avec le candidat. Parce que c'est souvent un point qu'on fait pas sur les références et particulièrement quand on a une ref un peu négative, d'en parler avec le candidat, en fait, de l'appeler et de lui dire voilà, j'ai appelé les référents que vous m'avez donnés, j'ai eu un truc très positif, quelque chose qui est beaucoup moins positif. Qu'est-ce que vous en pensez? Et réintégrer le candidat là-dedans, parce que finalement, souvent, quand on est dans l'échange sur les refs, on exclut le candidat de cette partie-là. Et je trouve que le réintégrer dedans et lui faire un feedback, déjà, ça peut l'aider, de lui dire attention, cette personne, il faut peut-être arrêter de la donner en référent parce qu'il vous a défoncé. Donc, il faut peut-être arrêter, je sais pas. Et après, sur ce que disait Julien, le contexte est vraiment tellement important que ça doit rester un outil d'aide à la décision et surtout pas un outil qui permet de trancher sans avoir vraiment établi, encore une fois, le lien avec le poste, le contexte, l'équipe, le timing, etc. Parfait. Merci. Je pense que c'est très éclairant. Donc merci pour toutes ces précisions. Il nous reste 3 minutes et je me dis que en quelques mots, là on a beaucoup parlé de soft skills dans le prisme donc de l'évaluation et du recrutement. Est-ce que vous avez des conseils aussi à donner aux personnes qui participent à ce webinaire sur comment on fait après pour entretenir et faire progresser ces soft skills une fois que les candidats nous ont rejoints? Moi, d'un point de vue manager IT, j'ai envie de dire aujourd'hui les soft skills, en fait, enfin, quand j'ai un candidat qui sort de l'école, qui s'est imprégné d'un vécu peut-être un peu récent, avec un peu moins d'expérience professionnelle, moi j'estime qu'en tant que manager, c'est ce qu'on crée au sein de son équipe, en tous les cas, qui va lui contribuer à acquérir ses soft skills. Donc je pense qu'un manager, il est acteur du développement des soft skills de tous les collaborateurs qui passent chez lui. Donc ce qu'on véhicule comme image, son ressenti, son accompagnement lors de son arrivée, jusqu'à son départ, parce que c'est aussi très important de bien accompagner un départ, vont lui donner ces soft skills qu'il pourra représenter chez quelqu'un d'autre et qui en profitera. Donc moi, le conseil que j'ai, c'est soyez acteur du développement des soft skills des gens qui passent dans vos équipes, parce que vous êtes très exigeant en les cherchant, donc vous aimeriez que quelqu'un avant vous ait contribué à les développer. Voilà, je résumerai mon propos là-dessus. Merci. Franchement, c'est presque un mot de la fin parfait. Hélène et Julien, si vous voulez rajouter quelque chose, sinon on peut rester là-dessus. Je pense qu'effectivement, cette notion d'exigence à avoir aussi envers soi-même une fois qu'on a recruté les gens, c'est important et c'est bien que tout le monde soit sensible à ça. Ouais, après, nous, je sais que j'ai souvent évolué dans des équipes RH assez matures. Donc, on avait en place une équipe HRBP qui vont justement s'occuper de bien identifier les carrières passes, de bien s'occuper de mettre en place les revues de performance biannuelles,
plein de petites choses qui permettent toujours de voir un peu l'évolution des compétences, d'accompagner aussi les collaborateurs justement pour l'identification de certains plans d'action pour les personnes qui sont peut-être un peu pas forcément alignées avec ce qu'on attend d'eux à court, moyen, long terme, et éventuellement des plans d'action pour les hauts potentiels où on se dit cette personne elle est quand même au-delà des attentes auxquelles on l'a recrutée. Comment derrière on arrive à nourrir cette personne, comment on arrive à la faire grandir plus vite que prévu. Donc voilà, c'est super aussi important, mais je pense que ça dépend de la maturité de l'équipe, ça dépend aussi du niveau de structuration qu'on a dans les leviers, dans les supports, dans les process. Donc, l'avant, le recrutement, l'onboarding, et je pense que l'après, la carrière est super important pour toujours suivre et toujours avoir un suivi de bon niveau sur les hard skills, les soft skills et surtout l'épanouissement et la carrière des collaborateurs. J'ai rien à ajouter. Eh ben, parfait. Il est 11h, donc on va arrêter là. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir partagé tous ces retours d'expérience, toutes ces idées, tout le contenu que vous avez pu donner aux personnes qui ont participé. Et puis bonne journée à tout le monde. Bonne journée, bonne fin de semaine tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.